Cet été, je suis en vacances en Espagne. Là, je suis à Barcelone. Ce soir, au Razzmatazz, club mythique de la capitale catalane, j'ai un ami qui joue en concert. Il s'appelle Luis. Je le rejoins à l'heure de la balance. Luis est déjà sur scène. Il finit de régler les derniers détails pour ce soir. Podemos probar la siguiente si quieres. Qu'est-ce qui reste de Luis, là? Maintenant, Oui, rien de Luis. Vous aimez le show? j'ai adoré. La Prohibida, une carrière encore inimaginable en France. Car au pays des Gaulois, se travestir, cultiver une ambiguïté sexuelle, se transformer, n'est accepté, toléré que dans le cadre des cabarets de transformistes. Les femmes fatales, les plumes, les paillettes, un endroit où l'on vient rire, se détendre et fantasmer gentiment. Hors de ces murs, ces transformations sont mal perçues et elles sont presque automatiquement associées à la prostitution ou à l'homosexualité. Alors moi j'ai voulu m'intéresser à ces hommes et ces femmes pour qui changer de sexe est une nécessité, un besoin vital pour être enfin eux-mêmes et ressembler à ce qu'ils ont toujours voulu être au fond d'eux. J'ai voulu connaître leur histoire, leur passé, savoir ce qui a motivé ce que j'imagine être leur combat, connaître leurs doutes, les réactions de leur famille, de leurs amis, et bien sûr le regard des autres, de la société sur leur transformation. À la frontière du genre féminin et du genre masculin, j'ai d'abord rencontré Charlie, Andy, Melvin et Isa. Puis j'ai croisé Lala, qui sans le savoir m'a aidé à pousser mon questionnement beaucoup plus loin. Je crois vraiment pas que c'est ce qui est dans notre culotte qui définit qui on est, quoi. Mon voyage m'a ensuite entraîné vers Anne-Gaëlle. À 62 ans, Anne-Gaëlle est enseignante à la faculté de Toulouse. Elle a opéré sa transition il y a seulement 3 ans. Elle a été mariée pendant 26 ans et a été le père de 2 enfants. Être la femme d'un homme, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Florian a 19 ans. Dès son enfance, il a toujours senti qu'il était un garçon. Après des années de souffrance et un combat très précoce pour un ado, la transition est en route. Florian, c'est une détermination sans faille. Dès que j'ai su parler, je lui disais de plus me déguiser en fille. Le soir, je priais pour qu'une petite fille me transforme en garçon, tout ça. À 25 ans, Elsa vit une véritable renaissance. Accompagnée d'Anne-Gaëlle, elle se prépare à partir en Thaïlande pour se faire opérer. Non, vraiment, j'ai pas peur, j'ai hâte. Enfant, Pascal et Fabienne m'ont donné l'image d'un couple transsexuel et d'une famille unie où tout le monde a trouvé sa place, parents et aussi enfants. C'est peut-être un père différent des autres pères, mais ça reste celui que j'aime parce qu'il est toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui en fait. Tout au long de ce voyage, j'ai eu l'impression de découvrir un monde dans lequel des hommes et des femmes repoussent sans relâche les frontières de l'identité. En route. Charlie, 28 ans. Melvin, 19 ans. Andy, 18 ans, sont androgynes. Ils sont comme tous les garçons de leur âge, à la différence près que dans leur apparence, ils entretiennent volontairement le doute quant à leur identité. En pleine séance de shopping. Salut. Salut, comment ça va? Bien? Bien. Est-ce que, en fait, vous vous sentez vraiment des garçons? Ou est-ce que vous vous sentez fille? Entre les deux, avec un côté très féminin, en tout cas pour moi, où justement je me sens un petit peu plus féminin, mais plus dans les sensations, dans les choses intérieures en fait, dans ma réflexion, dans mes goûts. Voilà. Après, extérieurement, je pense que voilà, ça se voit aussi que je suis un garçon. Je trouve que
au fond de moi, je suis plus masculin en fait. Voilà. D'accord. Merci. C'est la différence entre vous deux. Entre nous trois. Enfin, Entre vous trois. Ouais. Justement, quand tu avais leur âge, en fait, Ouais. parce que J'étais pas du tout comme ça. t'étais pas du tout comme ça. Tu te sentais. Je me sentais, j'étais gay déjà, Ouais. et justement, je pouvais pas me permettre de me présenter comme je le suis maintenant, en fait, avec un physique un peu plus féminin. Les gens, ils auraient pas compris, quoi. C'est pas facile aujourd'hui d'avoir le style androgyne. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont mal nous regarder, qui vont limite nous insulter, mais bon, ça passe au-dessus, quoi. Est-ce que androgyne, c'est aimer les garçons? Est-ce que c'est aimer les filles? Est-ce que c'est aimer les deux? En fait, il y a des androgynes qui peuvent très bien être hétéros, hein. Ça existe. Je suis quand même plus attiré par les garçons, mais je pourrais très bien tomber amoureux d'une fille aussi. Charlie? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai déjà essayé avec les filles et puis ça me plaît pas. D'accord. Mais après, esthétiquement, ouais, il y a des filles que je trouve magnifiques. Parce qu'on n'est pas justement en ce moment dans une époque où on a de plus en plus ce style qui est Maintenant, cultivé. et ça, c'est plus chez les jeunes, par contre. Et vous l'expliquez comment? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'artistes, par exemple, qui entretiennent ce style? Je pense aux chanteurs de Placebo, par exemple. Ouais. Bowie, dans le passé. Le chanteur de Tokyo Hotel, justement, qui lui est très androgyne. D'accord. Et qui cultive ça. D'accord. Et justement, tu vois les filles qui sont folles de lui. Est-ce que ça vous plaît d'avoir ce style androgyne? Oui. Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est unanime. Pourquoi? Parce qu'on est différents. Parce que vous êtes différents. Ouais. Moi, la différence, je m'en fous, quoi, enfin, d'être différent des gens. Du moment que, pour moi, je suis vrai avec... je joue pas avec les gens, enfin... Moi, je triche pas, quoi. Voilà, je représente ce que je suis mentalement. À 27 ans, Isa assume de mieux en mieux une androgynie qu'elle entretient depuis des années comme Charlie. Autour d'un verre, je les écoute confronter leurs expériences. Alors moi je me suis considérée comme androgyne pendant très longtemps, on va dire. J'étais un garçon manqué, j'étais très bien accepté dans mon école, ça se passait très bien. Mes parents ils m'ont jamais dit que j'étais pas comme il fallait. Dès 5 ans, j'ai compris la différence entre le sexe et le genre. Parce que les gens, ils me parlaient, ils me considéraient comme un garçon, donc ils me traitaient comme un garçon, ils faisaient tout. Et donc je voyais bien que ça avait rien à voir avec le fait que j'ai une chatte ou une bite. Ça avait vraiment à voir au genre, et ça n'avait pas à voir à mon sexe. On est dans une société super genrée. On va s'adresser à toi d'une telle manière si on te voit comme une fille ou comme un garçon. Qu'est-ce qui vous a conforté dans ce que vous étiez, en fait? Il y a être homo, d'une part. Toi, ça, on a en commun. Après, on m'a dit t'es androgyne, parce que c'est les gens vachement qui te renvoient l'image. Oui, c'est ça. C'est eux qui construisent ça aussi. Et toi, tu te positionnes tant bien que mal par rapport à l'image qu'on te renvoie, à ce que toi t'as envie d'être, à comment ton corps il est, et tout ça, t'essaies de le gérer, quoi. Mais aujourd'hui, tu es androgyne. En tout cas, t'as une image d'androgyne. Ouais, après, moi, j'aime à penser qu'en ce moment... on me prend plus souvent pour un garçon que pour une fille, tu vois. Après, il y a plein de gens qui se reprennent, les commerçants ou pas. Tu vois, les cas, c'est très bien. Cherchez pas à nous mettre dedans si on n'a pas envie d'y être, tu vois. Genre, moi, quand on me demandait avant, t'es un garçon ou une fille, ça me saoulait. Après, on m'a demandé, t'es une gouine ou t'es trans. Bon, ça me saoule. Enfin, tu vois. Nous, on n'est pas figé à une appartenance physique ou autre, quoi. On s'en tape du moment que la personne elle a des choses à raconter d'intéressant et on peut partager, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Cette période d'androgynie, elle est en train de visiblement de s'effriter, de se terminer. Sans questionnement. Est-ce que la fin de cette période, elle ouvre vers un questionnement sur le changement de sexe et sur vraiment un changement beaucoup plus radical? Ouais. Je vois qu'il se passe des trucs. Dans mon ressenti, comme par exemple le fait de porter un bender. Un bender, c'est quoi? Voilà, c'est un truc comme ça.
Voilà, et c'est super agréable d'avoir un torse, donc depuis que je l'ai mis, c'est mort, je peux plus l'enlever. Donc forcément, ça me fait poser des questions. Ça veut dire que ça te compresse les seins. Ouais. Si tu l'avais pas extérieurement, en fait, ça fait tout plat. Et ça a changé radicalement ton... Bah, ça a changé que depuis, je prends vraiment du plaisir à m'habiller en haut, quoi. À mettre des chemises, à mettre des cravates, à kiffer. En tout cas, merci d'avoir participé à ce film. Merci à toi, Olivier. Merci. Lisa et Charlie sont donc en phase de questionnement. Comment évolueront-ils? Eux-mêmes ne le savent pas, mais un jour peut-être ils franchiront le cap de la transition. Lala a vécu dans la peau d'un garçon pendant 33 ans. Aujourd'hui, elle est Lala, jeune femme hormonée mais non opérée. Se sent-elle pour autant appartenir à un genre? J'ai gardé mon sexe de naissance parce que voilà, c'est pas ça qui va. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est ça qui me définit en tant que femme ou en tant qu'homme d'ailleurs. Est-ce que tu as envie d'évoluer vers une opération? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Je sais pas, ouais. Enfin, auquel tu penses? Je sais pas. C'est que t'as un moment où je sais pas. Okay. Ce que je veux dire juste, c'est que il n'y a rien qui est figé. C'est que là aujourd'hui, je suis bien, j'ai trouvé un équilibre. Mais encore une fois, je crois vraiment pas que c'est ce qui est dans notre culotte qui définit qui on est, quoi. C'est ce que l'État aujourd'hui veut nous faire croire, c'est que tu es défini par ce qu'il y a entre tes jambes. Bah non, excusez-nous. Mais tu penses ce que tu as dans la tête, en fait, en gros. Ouais. Ou ce que tu te sens être. Ouais, exactement. Sa condition de femme transsexuelle non opérée ne permet pas à Lala d'avoir ses papiers. En France, même s'il n'existe aucune loi, une jurisprudence et un article datant des années 90 encadrent le changement d'état civil. Plusieurs conditions: être hormoné, stérilisé et avoir subi une opération dite de réassignation sexuelle, c'est-à-dire changer de sexe. Lala n'a pas fait ce choix et vit donc dans une certaine précarité. T'as pas de papier, c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver du boulot, c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver du logement. Enfin, c'est quand même un logement, c'est quand même beaucoup plus compliqué de vivre sa citoyenneté à part entière. Et voilà. Je suis pas opérée, on se le disait tout à l'heure, ce qui veut dire que j'ai pas, ce qui est le scandale absolu. Donc ça implique quoi, ça, en fait? Bah, ça implique que moi, il se trouve, par exemple, si tu veux, j'ai été volée il y a quelque temps, une histoire bête, dans un bar. On me prend mon sac à main et du coup, j'ai plus de papiers d'identité et que je vais pas les refaire, tout simplement parce que je considère que... Enfin, je vais pas aller refaire un passeport avec un prénom qui est pas le mien au prétexte que c'est mon prénom de naissance, quoi. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ouais, moi, il y a plein de choses que je fais pas, bah tant pis, voilà. Je vais pas voter, je vais pas chercher mes recommandés, mais c'est même pas les miens, tu vois, c'est marqué... machin régné, machin, c'est pas moi, je m'en fous, ça me compte. Pour moi, c'est, je sais même pas qui t'es. Enfin, ça me compte. Si tu veux me parler, appelle-moi par mon nom, par mon prénom. On est dans la rue, je vois des gens qui passent. Lala est aujourd'hui pourtant intégrée socialement en tant que femme, mais son état civil n'est pas conforme à son identité. Désormais, elle n'a plus rien à voir avec le garçon biologique qu'elle a été. Pas question pour elle de me dire son prénom d'avant et de me montrer la moindre photo de son ancienne vie. Et ce sera le même refus pour tous les personnages que j'ai rencontrés dans ce film. Anne-Gaëlle, elle, a ses papiers. C'est en lui disant madame que ses élèves s'adressent à elle tous les jours à l'université de Toulouse, où elle enseigne la communication depuis plus de 20 ans. Anne-Gaëlle, 62 ans, est née garçon et a vécu toute son adolescence en lutte perpétuelle entre sa condition d'homme et son désir brûlant de vivre en femme. Résigné, il se marie en 1977, pensant que sa seule volonté suffirait, et poursuit sa carrière de cadre supérieur dans l'audiovisuel. Mais jusqu'à sa transition, son existence va rimer avec frustration, souffrance et désespoir. Durant tout ce temps, jusqu'à 56 ans, à aucun moment même vous n'étiez tenté de vous travestir, Si, j'étais très tenté. Quelque part, les premières années, c'était ça la solution. Enfin, la solution, c'était quelque part d'espérer pouvoir se travestir, ne serait-ce que quelques heures, quelques jours. Pour respirer un peu. Pour respirer un peu, ou pour commencer à vivre ça. Et d'une part, les occasions de le faire étaient absolument rarissimes par rapport à la vie qu'on menait. Peut-être pas très facile en plus à vivre, en fait. Non, pas du tout. Il fallait cacher des affaires au fond de la cave, etc., l'air sorbant. Et puis ensuite, ça me laissait une impression
d'insatisfaction et de honte et de gêne et d'inaboutissement. Et donc j'ai dit que là, si je continuais, j'allais exploser, puis faire exploser ma famille, mes enfants, etc. Et donc j'ai fait le serment, pour moi-même devant Dieu, que j'allais tenir avec 0 défaut, 0 passage à l'acte, jusqu'à ce que mes enfants soient élevés. Puisque, donc, c'est-à-dire 20 ans, j'avais calculé que c'était 20 ans, et j'ai calculé jour pour jour, on devait être un 25 août, et j'ai dit jusqu'au 25 août 2003, il ne se passera rien. Heureusement, ma vie était quand même très riche, et c'est une vie que je ne regrette pas, avec des enfants que j'adore, qui vont bien, qui sont superbes, avec une femme qui est extraordinaire. Donc tout ça, c'est de l'acquis. Mais en même temps, il y avait cette espèce effectivement, de côté où il me manquait comme la moitié de ma vie, quoi. Et donc, par moments, c'était effectivement très très dur et très désespérant. Et donc, la seule issue propre que je voyais, ça aurait été que j'ai un accident et que je meure d'un accident du travail si j'avais pu. Donc, je bâtissais des scénarios pour voir comment je pourrais éventuellement me casser la gueule sur la route, dévier de l'autoroute, etc. Vous avez presque souhaité cet accident, en fait. Oui, il y a des moments, oui. Là, je savais sous quel pilier exact de l'autoroute, depuis ils ont mis une barrière. Comme ça, je n'affligerai pas à mes enfants le fait que je devienne transsexuel. Et c'est assez violent, en fait, de vous être fixé ça. Oui. Et puis, en fait, d'avoir souhaité mourir au bout de ces 20 ans, c'est... Ben oui, parce que j'étais dans une... Pardon. J'étais comme un rat au fond dans une impasse. Dans une impasse. Donc, il fallait juste que j'aille au fond de l'impasse et que j'aille m'exploser, quoi, c'est tout. Et... de la santé qui est sorti il y a quelques mois interviewe les chirurgiens qui disent écoutez, moi j'ai le droit de faire qu'une opération par mois. Ensuite on me donne aucun moyen réel sérieux pour faire cette opération et donc je fais ce que je peux, mais je suis en plus très mal vu. Donc on a affaire à des chirurgiens découragés, honteux et mal équipés et pas entraînés. Alors qu'est-ce que j'apprends? C'est qu'en Thaïlande il y a des chirurgiens qui ne font pas une opération par mois, ils en font 20 par mois. Il y a des chirurgiens qui approchent les 2000 opérations à leur actif. Et donc j'ai préféré trouver cet argent, donc de l'ordre de pour moi c'était de l'ordre au total, tout compris avion, hôtel, opération, tout, de l'ordre de 6 000 €. Cette opération, elle consiste en quoi? Actuellement, les chirurgiens en pointe utilisent la peau du scrotum, donc des bourses, pour la mouler en forme de tube, la rentrer à l'intérieur du corps et faire le vagin. Ce vagin qui, quelque part, se greffe dans son environnement et donc est en place et est fait essentiellement avec cette peau-là. Le pénis, lui, sert, la peau du pénis sert évidemment à faire les grandes lèvres et les petites lèvres. Et ce qui est très fort de la part de ces chirurgiens, c'est qu'ils conservent toute la partie sensible du gland, qui est la partie qui va donner le plaisir à l'homme. Et bien, toute cette partie sensible du gland est conservée avec son innervation et replacée sous forme de clitoris. Et disons, la majorité des personnes qui ont eu cette opération connaissent après le plaisir et l'orgasme à l'heure actuelle. Une fois cette opération réalisée, cela vous a apporté concrètement quoi? C'est quelque part une sorte de régularisation de ce qu'on veut être. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se regarde dans la glace et on n'est plus gêné de se voir dans la glace.
Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation et de la réconciliation du narcissisme. Aujourd'hui, vous avez donc vos papiers, Voilà. vous avez signé un bail sous votre identité de femme. Oui. On va aller voir un petit peu comment vous êtes installée, ma chère. Ah bien, écoutez, avec plaisir, vous allez voir. Cette transition s'est cependant faite au prix d'un sacrifice énorme, celui de sa vie de famille. Anne-Gaëlle a quitté son foyer, s'est séparée de sa femme et n'a plus jamais revu ses enfants. Aujourd'hui âgés d'une trentaine d'années, ces derniers n'arrivent toujours pas à comprendre ni à accepter la démarche de leur père. Voilà, tu vois. Après être dans une grande maison, je vis ici, toute seule. Toute seule? Mais ça me va bien. Ouais. Mes enfants, je les ai tellement mis à l'abri durant toutes ces 20 ans, ces 25 ans. Quelque part, il n'est pas tout à fait illogique qu'ils continuent à rester à l'écart. On correspond, heureusement, je sais qu'ils m'aiment, que je les aime. On s'écrit, on se téléphone même maintenant. Donc petit à petit, on se rapproche. Mais pour eux, depuis 3 ans, c'est le problème de passer le cap et de me voir. Hein. Mais elle n'a pas eu lieu, cette rencontre Non. encore. Alors, j'ai pas détruit le père, j'ai détruit l'image du père. Oui. Bon, Mais on devine quand même que votre premier souhait serait qu'au prochain Noël, vous soyez enfin réunis à nouveau. Oui, c'est une très très grande. Évidemment, je dirais que c'est le point principal de ma vie. C'est devenu le nouveau but ultime. Voilà, c'est le nouveau but ultime, quelque part. Un rêve qui se réalisera peut-être grâce à ses amis, des amis qui font le lien avec sa vie d'avant. Pour moi, c'était l'homme modèle. L'homme modèle. C'était l'homme modèle, responsable, chef d'entreprise, adorant ses enfants, les amenant au tennis, les amenant à diverses activités. C'était l'homme parfait. Et quand en fait vous avez rencontré Anne-Gaëlle? Oui, je l'ai rencontré près du Capitole, à la Gay Pride. Pour moi, bon, c'était clair, je l'ai reconnu Tout de suite. tout de suite, dans l'instant. D'accord. Et vous êtes allé vers elle? Non, je suis rentré, j'ai raconté à mon épouse le soir même, et là ça a été une très grande surprise, une très grande émotion. C'était une très grande émotion. Et je l'ai encore cette émotion. Ouais, je vois de ça. découvrir ça tout d'un coup. Ouais. Tout le monde est très ému en fait. C'était très ému. Alors c'est terrible parce qu'on a eu beaucoup. Regardez les larmes aux yeux. On va boire un coup. Quand votre ami homme modèle, vous le croisez à la Gay Pride, tout de suite, est-ce que votre réflexion ça a été de se dire ah ça y est, il est homosexuel? Est-ce que ça a été ça votre réaction? Pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord. Ah non, ça non. J'ai compris tout de suite que c'était pas un homosexuel. Parce que j'ai pensé que c'est un problème d'identité. Voilà, Uniquement. parce que je dis ça parce que souvent, Oui, ça c'est disons la majorité des gens pensent ça et ils se trompent bien entendu. C'est pas un problème de sexualité, c'est un problème d'identité. Point. D'ailleurs, on peut trouver des gens qui, avant leur passage d'homme vers femme ou de femme vers homme, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des femmes vers les hommes, sont hétérosexuels dans leur genre ancien et sont à nouveau hétérosexuels dans leur genre nouveau. C'est-à-dire comme moi, avant, bon, j'étais absolument pas attiré par les hommes et maintenant que j'ai changé, il me semblerait logique, normal et renforçant mon identité que d'être courtisé par un homme et quelque part d'aller avec un homme. Et donc toutes les combinaisons sont possibles. Donc déjà la sexualité homosexuelle ou hétérosexuelle n'est pas du tout reliée avec la transidentité, avec une forme de transidentité. Vous êtes hétérosexuel? Donc je m'estime hétérosexuel. Après 56 ans, j'ouvre enfin une porte qui était fermée jusque-là, contre laquelle je me fracassais les mains jusqu'à me les mettre en sang. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Et je découvre, waouh, le monde. Et là, j'explore. Je découvre, je vois tout me paraît différent. Et donc, une exploration que je n'ai pas, quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, une terra incognita, la terre inconnue, c'est le rapport avec un homme. C'est le fait d'être la femme d'un homme. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et ça, c'est vraiment l'ultime exploration. Tous les autres territoires, je les connais. Avoir un rapport avec ça, je connais par cœur. Ça me gêne pas, mais ça m'intéresse pas, j'ai rien à découvrir. Là, j'ai des choses à découvrir. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. Oui.
Oui, oui, vraiment, je suis tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. J'aurais préféré naître autrement, c'est sûr. Mais en même temps, je dirais que puisque c'est le sort qui m'a été attribué, finalement, ce que j'en fais est une vie intéressante. Ce que j'en fais rend ma vie, quelque part, non quelconque. Je mourrais en disant, j'ai pas fait n'importe quoi dans ma vie. J'ai quand même réalisé quelque chose d'extraordinaire. Finalement, j'ai eu le beurre et l'argent du beurre, puisque j'ai eu à la fois une vie d'homme, je dirais, satisfaisante, avec des enfants extraordinaires, qui vont bien, que j'ai pu élever vraiment et porter très loin. Et maintenant, j'ai une vieillesse dans une autre vie. Quelque part, dans une vie, j'en ai eu deux. J'en fais deux, donc je trouve que c'est tout à fait bien. Le seul petit bémol, c'est ça, c'est que je ne connaîtrai pas la vie d'une jeune femme. Et la vie d'une jeune femme, c'est quand même ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie de femme. Mais on ne peut pas avoir tout, ma chère. Exactement. Allez. À la vôtre. À la vôtre. Quelques semaines plus tard, c'est à Paris que je retrouve Anne-Gaëlle. Aujourd'hui, elle est venue chercher Elsa, une jeune femme transsexuelle qu'elle a connue par l'intermédiaire de son psy et qu'elle a pris en affection. Toutes deux partent donc quelques heures pour la Thaïlande, où Elsa va elle aussi se faire opérer. Comment ça va, Anne-Gaëlle? Ça va bien. Depuis Toulouse? Ah ben, ça va. Je suis un peu la guide qui a déjà fait le parcours et qui peut dire fais attention ici ou fais attention qui là. Maîtrise quand même, hein, qui voilà. maîtrise. Oui. Je vous en prie. C'est par là. Voilà, je vois que c'est les sonnettes. Elsa a longtemps cru qu'elle était un garçon homosexuel. Après une adolescence compliquée dans laquelle se sont mêlées frustration et mal-être, elle a compris qu'au fond, elle était une fille. Et à 23 ans, elle entame son traitement hormonal. 2 ans plus tard, elle est bel et bien décidée à aller jusqu'au bout. Je suis prête à partir. Bon. Bonjour. Pour le grand jour. Ouais. Alors justement, on va parler un petit peu de ce grand jour. On est à quelques heures du départ. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait ça va être quoi le premier truc que tu vas faire quand tu vas sortir? Est-ce que tu y as pensé un moment? Oui, j'y ai pensé. Pour moi, je pense que ça aura fait un effet, mais un peu plus fort que quand j'ai commencé les hormones. C'était aussi une porte qui était énorme pour moi. Sauf que là, en fait, mon corps sera en totale adéquation. Donc voilà, ça va être vraiment... voilà, je serai moi, j'aurai plus, on va dire, honte de mon corps. Voilà, je pourrais m'exprimer librement, porter ce que je veux. Il n'y a pas que ça aussi. J'ai beaucoup encore de chemin à faire. C'est une porte qui s'ouvre, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. On ne vit pas ça exactement comme un rêve, mais on sait que c'est la porte à tout simplement vivre, quoi. C'est ça. Comment est-ce que tu crois que tu vas vivre ce moment? Alors, j'ai du mal encore à l'anticiper. On réalise toujours pas quelque chose d'aussi important. J'ai appréhendé, j'ai eu peur, c'est tout à fait humain. Mais maintenant, non. Non, vraiment, j'ai pas peur, j'ai hâte. Donc pas trop stressé? Pas du tout. Pas du tout. C'est cette maman qui en décroche pas une, avec Anne-Gaëlle, qui sont toutes sages sur le canapé, et qu'on va les rejoindre pour savoir un petit peu, elles, comment elles abordent ce nouveau départ aérien, et ce départ un peu dans la vie, quoi. Monique? Moi, c'est dans la vie, dans la continuité, quoi. D'abord, donnez-moi votre ressenti de maman. Mais moi, je crois que j'ai toujours accepté, finalement. Je crois que j'ai toujours accepté Elsa. J'ai accepté la souffrance de mon enfant. Voilà. Vous n'y allez pas en Thaïlande? Non, en fait, on a choisi, c'est Elsa qui a choisi. Moi, j'ai préféré choisir qu'elle ne vienne pas. Je préférais choisir une personne qui m'est très proche aussi, qui est Anne-Gaëlle, et qui, elle, a suivi mon parcours. Moi, je voulais pas... partager un moment qui pourrait être difficile, et puis bon, la connaissant déjà un peu émotive, moi aussi, se communiquant beaucoup de choses, parce qu'on est très très proches, je voulais qu'elle se sente à l'aise, ça n'aurait pas été le cas. Déjà parce que déjà aussi, bon, là c'est une question sur la sexualité, et puis bon, c'est aussi quelque chose de pudique.
être envers ses parents. On peut avoir beaucoup de complicité, mais bon, quand même, il y a des choses qu'on doit... Oui, ça, oui. D'accord. Elle vous inspire quoi cette démarche? Elle va être une étape décisive, non? Oui, c'est une étape décisive, mais bon, je veux que tout ça, ça se déchaîne et je veux une vraie fille, quoi, toute épanouie. Et... Quand je vous écoute, on a l'impression que il y a un nouvel enfant qui arrive. C'est exact. Oui. Mais d'ailleurs, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vrai, oui. Voilà, c'est comme une naissance. Oui, ça ressemble exactement à ça. C'est curieux, oui, c'est vrai. J'y avais pensé avant oui. Mais en même temps, je veux garder quand même... un petit bout d'avant. Un petit bout d'avant, et puis bon, la personnalité n'a pas changé. Ça restera... Je suis la même personne. On va vous accompagner jusqu'à l'aéroport, hein, histoire de vivre jusqu'au dernier moment ces instants. On y va? On y va. On y va. Laquelle je prends pour aider alors? 10 000 km de Paris à Bangkok et une séparation d'1 mois avec sa mère qui l'a soutenu dans toutes ses démarches. Son père, lui, a été mis à l'écart de cette transition, visiblement trop difficile à accepter pour lui. J'essaierai plus tard de le rencontrer et de comprendre pourquoi. En attendant, enregistrement des bagages et embarquement. Direction Bangkok, vers la clinique privée du docteur Supporn. Une seule. C'était moi. Merci. Tu as rien mis tu as rien mis sur ton truc, toi? T'as pas de... Damien pour la dernière fois. On avait écrit encore Damien. Par rapport au passeport, quoi, on sait pas. L'identité oblige. Là, en fait, tu es encore obligé d'user de ce prénom dont tu ne veux absolument pas. Ah ben on a déjà choisi l'autre et C'est on la en dernière part. fois que j'écris mon prénom, hein. Alors faut en profiter. C'est la dernière fois, ouais. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Génial. Allez, maman. Ah mais on se quitte là. Bah oui. Ouais, c'est là que vous allez vous en revoir. Allez. Il m'a dit je... Il faut que je monte jusqu'à toi, Miel. Bon, bah écoute, tu sais que je payerai un max. D'accord. Allez. Sur le route, hein. Et foncez, hein, pour venir vite, hein. Ouais. Bon, là-dessus, En égo. voilà. Alors qu'Elsa est allée jusqu'au bout de son combat, Florian, étudiant en première année de commerce, lui, est toujours dans l'attente d'une opération. Avant le retour des filles, je décide de le rencontrer. La première chose qui va me frapper au-delà de son apparence physique, c'est la maturité dont il fait preuve. Florian n'a que 19 ans et déjà un passé bien chargé. Florian aimait les filles et il a toujours su et ressenti qu'il était un garçon. Alors... Dès que j'ai su parler, c'est ma mère qui m'a raconté. C'est dès que j'ai su parler, je lui disais de plus me déguiser en fille. Le soir, je priais pour qu'une petite fille me transforme en garçon, tout ça. Ils comprenaient pas pourquoi je disais que j'étais un garçon, alors que voilà, pour eux, j'étais une fille, ils ont très bien vu tout ça. Mais j'avais pas les mots du coup. Et tes parents, en fait, ils ont mis leur temps à digérer parce que c'est normal. Eux, c'était vraiment. Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est vraiment. Ce qui était dur pour elle, c'est de faire le deuil de sa fille en fait. Alors que je lui ai dit, c'est pas vraiment un deuil parce que j'ai jamais été une fille. Elle a jamais existé, ouais. Voilà. Mais elle a du mal parce qu'elle a vu une fille naître
Et pour elle, c'était comme ça. Non, mais j'ai la chance d'avoir des parents vraiment présents et ça a toujours été comme ça. Des parents qui prendront réellement conscience du mal-être qui ronge Florian devant une émission de télévision relatant l'histoire d'un transsexuel. Florian a alors 14 ans, il est toujours au collège et ses parents décident tout de même de l'accompagner dans ses premières démarches. Moi j'ai commencé à chercher de mon côté et en fait je suis tombé sur une professeure de français en 4e qui connaissait un peu tout ça puisqu'elle était dans une association trans. De là j'ai réussi à avoir un rendez-vous à Foch. Donc l'équipe officielle de Paris, en ayant rencontré tous les membres de l'équipe, donc chirurgiens, endocrinologues, psychologues et 2 psychiatres. Et moi j'ai fait tout ça en 2 ans et demi. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça venait pas parce que la raison qu'ils m'ont donnée, c'est que j'étais trop jeune et que ça allait bousiller mon cerveau. Et du coup, ils ont un peu monté le bourrichon à mes parents en disant ça, tout ça pour leur faire peur, pour pas que j'aille voir ailleurs, tout ça. Sauf que, à un moment, c'est plus possible, quoi, d'attendre comme ça et de pas voir le but. Donc, moi, j'ai dit clairement à mes parents que c'était soit j'allais en privé, soit je me foutais en l'air. Désespéré mais soutenu par son entourage, il se tourne alors vers des spécialistes du secteur privé qui lui donnent le feu vert pour entamer sa transition. Le 16 janvier 2008, j'ai commencé le traitement et puis après j'ai enchaîné tout en une année, c'est-à-dire le 17 juin 2008, j'ai fait la mammectomie, c'est-à-dire ablation des seins. Et le 16 décembre, j'ai fait l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation des ovaires, utérus, tronc, tout ça, parce que c'est obligatoire pour le changement d'état civil en fait. Et d'un point de vue opération, en fait, maintenant, la prochaine étape, c'est C'est la métadioplastie. C'est en fait la chirurgie génitale. C'est-à-dire te faire poser un sexe masculin. Alors, il y a deux pratiques. C'est-à-dire que la métadioplastie, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est à partir du dick clit, c'est-à-dire le clitoris chez une femme femelle, c'est avec la testo, il va avoir tendance à grandir et à prendre l'apparence d'un mini pénis en fait. Et à partir de là, le chirurgien il va couper ce qui maintient le clitoris en place et à le faire sortir et poser des implants testiculaires en dessous et faire passer l'urètre dans ce micro-pénis en fait. Et l'autre chirurgie, et c'est là que c'est une greffe de pénis artificielle, c'est la phalloplastie, où en fait ils prennent la peau du bras comme ça, ils roulent, enfin après c'est mes termes à moi, mais ils roulent histoire de fabriquer un pénis artificiel, ils greffent, ils font passer l'urètre, donc ils créent une urètre aussi artificielle parce qu'elle est pas assez longue, et implant testiculaire, tout ça, et après il faut retourner se faire opérer pour poser la prothèse érectile et tout ça. C'est important pour toi, cette dernière étape, cette opération, se faire poser un sexe masculin? Je pourrais ne pas la faire parce que personne le sait et personne ne le voit, sauf que toi tu le vois. Voilà, c'est vraiment ça. Là l'état actuel des choses, c'est quand je vais à la douche, c'est vraiment faut pas que je me regarde dans la glace, faut pas que. C'est quelque chose que tu ne supportes pas. Je pisse pas debout. Et c'est marrant, ça a l'air d'attacher plus d'importance à cet emblème de pisser debout comme un mec que tu es, plutôt que le désir sexuel, les sensations. C'est vrai que c'est un truc vachement frustrant de toujours voir les autres. Là j'étais en vacances, là, tout le monde qui a envie de pisser, on était à la plage, tout le monde va pisser debout, tout ça, dans un champ, tout ça. Moi c'est toujours non, faut que je me retienne, faut que j'attende de trouver des cabines ou quoi. L'opération c'est pour bientôt. Mais si Florian n'avait pas eu la chance de pouvoir aller dans le privé, il n'en serait pas là. Car dans le service public, il faut avoir entre 22 et 25 ans pour pouvoir entamer ne serait-ce qu'une transition hormonale. Je suis allé voir le docteur Cordier, chef du service psychiatrique en charge du transsexualisme de l'hôpital Foch, dans la ville de Suresnes. En voyant Florian aussi épanoui et aussi bien dans sa nouvelle identité, je m'étonne qu'on ait pu lui refuser cette transition tellement il est évident pour moi qu'elle s'est révélée salvatrice pour lui. Alors pourquoi devrait-on attendre 22, voire 25 ans, alors que la majorité en France est à 18 ans? Ce que je dis aux mineurs que je rencontre, je leur dis qu'on prend vraiment en compte leur souffrance. Et que si ils peuvent être, dans l'avenir, soulagés par une transformation hormonale et chirurgicale, ils peuvent avoir
la certitude qu'on le fera le mieux possible. Et dès qu'on estimera que il est temps de le faire et qu'il n'y a pas de risque d'avoir fait une énorme bêtise. On a renoncé à un âge civil, parce qu'en fait on a des gens de 25 ans qui en ont 15 dans leur tête et on en a à 20 ans qui sont déjà tout à fait matures. Donc c'est pas une bonne chose l'âge civil. Disons que accepter une transformation hormono-chirurgicale chez une fille ou un garçon de 15 ans, c'est irresponsable. D'abord parce qu'à 15 ans on peut changer vraiment d'avis. Deuxièmement, prendre des hormones à 15 ans c'est vraiment très contestable. Très contestable, pourquoi? Parce que la puberté, il y a encore, il y a plein de phénomènes physiques en rapport avec la puberté qui sont pas terminés. Par exemple, la consolidation osseuse. Enfin, il y a des choses qu'il faut pas toucher. Enfin, c'est irresponsable. Hein. D'une manière générale, les patients que nous avons rencontrés, opérés ou non, reprochent au système public sa lenteur. Qu'est-ce que vous répondez à Alors, il y a deux raisons à cette lenteur. Il y en a une qui relève de la précaution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. En aucun cas, pour un problème de ce genre, il n'y a pas de SOS transsexuel. Ce serait irresponsable là aussi de répondre en urgence à cette demande. Deuxièmement, il y a une lenteur liée au fait qu'on n'est pas assez nombreux. Ça, c'est évident. Finalement, ça veut dire qu'il faut que vous soyez, vous aussi, sûr. Mais c'est une condition sine qua non. Si je ne suis pas sûr, le chirurgien est encore moins sûr. N'oubliez pas que le chirurgien, on lui demande d'intervenir sur un organe sain. C'est lui qui tient le bistouri. Ouais. Il le fait que si le psychiatre l'a convaincu que ce qu'il faisait est thérapeutique. Et ce n'est pas une mutilation, c'est par ce moyen-là qu'on pourra soulager un mal-être ancien et profond. Donc si on arrive à le convaincre, il va le faire. Mais vous voyez que c'est pour ça qu'on a vraiment créé un groupe. Parce qu'il faut qu'il nous fasse pleinement confiance. Pareil pour l'endocrinologue, qui va quand même mettre, par exemple, à une jeune femme des hormones masculines qui vont créer des modifications irréversibles. Au bout de 3 mois, même si on arrête les hormones, les modifications restent. C'est quand même une lourde décision. C'est la position de l'hôpital public qui, entre Paris et sa région, a pris en charge 700 personnes en 31 ans, soit en moyenne 2 par mois. Le transsexualisme est toujours considéré comme une maladie qui doit être diagnostiquée et non comme un objet de lutte politique, polémique ou idéologique. Un débat au cœur de l'actualité dont Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, vient de s'emparer et qui, espérons-le, pourra faire évoluer la question afin que les protocoles soient plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Je retrouve Florian chez Joe, son meilleur pote qu'il a connu au lycée, avant, pendant et après sa transition. Salut Joe. Olivier, je te présente Joe. Et Grégory. Salut Joe. Est-ce que quand tu as connu Florian, c'était vraiment Florian que tu ressentais, parce que tu l'as connu biologiquement encore fille. Alors, en fait, moi je le savais, je le voyais, je le savais en même temps. Mais c'est pas ça qui m'a gêné pour devenir ami avec lui. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps l'évolution. Et maintenant, pour moi, je pense que tout est clair. C'est un mec, quoi. Justement, dis-moi, quand tu ne connaissais pas Florian, t'entendais des choses sur lui, Oui, l'attitude des autres, en fait. Une fois, il m'est arrivé une chose, en fait. J'ai entendu ah, regarde, c'est une fille et tout. Alors qu'à ce moment-là, dans sa peau, lui, je savais très bien, enfin, je le connaissais pas, mais ça se voyait qu'il se considérait comme un garçon, il s'habillait comme un garçon, il avait l'attitude d'un garçon. Et en fait, les gens voulaient le rabaisser, en fait, j'avais l'impression. Pourquoi, à ton avis? Les gens ont du mal à accepter la différence des autres, en fait. Est-ce que ça s'est traduit des fois par des agressions physiques, un peu, l'histoire? Oui. Bah, le truc le plus con qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai flashé sur une fille, donc du collège. Et là,
c'était mort, quoi, parce que c'était du lesbienne, du... Il s'est passé quelque chose avec elle? Non. Ah non, non. Moi, c'est juste, j'ai émis la possibilité d'être attiré potentiellement par elle, et ça a fait le tour du collège, quoi. Et elle a été au courant de ça? Ah oui. Ouais. Et ça a été quoi sa réaction à elle? De l'ignorance, passer le plus loin de moi possible, un truc comme ça, quoi. Bon, physique, c'est pas allé très loin, c'était des claques à chaque récréation, des trucs comme ça. Quand je pense que Florian a osé entamer sa transformation alors qu'il était encore au collège, et que je sais combien les ados peuvent être cruels entre eux, je me dis que ce petit gars a une personnalité hors du commun. Du courage, il en a fallu aussi à Elsa. 2 mois se sont écoulés depuis son voyage en Thaïlande. Aujourd'hui, je la retrouve chez elle, place du Capitole, à Toulouse. Je sais par Anne-Gaëlle que l'opération s'est bien passée, et c'est une jeune femme plus sûre d'elle qui s'avance vers moi. Ça va? Ça va. Et toi? Très très bien. Bien? Oui. Depuis la dernière fois? Oui, oui, beaucoup mieux. Est-ce que cette opération est douloureuse? Oui, elle est un petit peu douloureuse, c'est sûr, c'est normal, comme toute opération les premiers jours, puis après, bon, ben, ça s'estompe, et puis après, bon, ben, on regarde plus le physique et on prend le plaisir sur ce que l'on voit et pas sur ce que l'on ressent. Voilà. Et la souffrance physique n'a rien à voir avec la souffrance psychologique que je pouvais avoir avant. Donc aujourd'hui, Elsa, elle va faire quoi en fait maintenant? Alors maintenant, je vais tout simplement vivre. Hein. Et puis tout simplement vivre à travers les autres, s'exprimer tel que je le veux, sans avoir de rempart, de mur. Ne pas être dans une prison. Tout simplement maintenant, j'ai l'impression d'avoir un rôle dans la vie, alors qu'avant je l'avais pas. Et pour moi, avoir ce rôle, c'est avoir une raison dans la vie. C'est quoi ce rôle en fait? C'est ce que tout le monde fait, d'une manière ou d'une autre, une vie tout simplement banale, avoir un travail, avoir un conjoint, voilà. Avoir une vie normale. Normale, hein, tout simplement. Parce qu'avant, ta vie n'était pas normale. Non. Avant, je jouais un rôle, mais différent, c'était pas moi. Je jouais le rôle que les gens voulaient que je sois, alors que c'était pas moi, je me laissais pas aller. J'étais au gré du regard des autres. Au fond, ce qu'Elsa souhaite vraiment, c'est s'intégrer dans la société et que les regards qui se posent sur elle soient ceux qu'on lance aux femmes sûres d'elle. Et pour cela, Elsa doit apprendre à s'approprier son image, peaufiner son apparence, mais aussi travailler sa voix. Anne-Gaëlle est déjà passée par là, donc c'est tout naturellement qu'elle indique à Elsa la marche à suivre. Yum yum. Très léger. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Un homme qui se transforme en femme peut imaginer que tout de suite il faut qu'il essaye de percer sa voix. Oui, il y a les deux cas de figure. Il y a les gens pour qui ça c'est facile et qui vont jouer de ça. Pour eux c'est féminin. Or ça n'est pas agréable dans la communication. Et il y a les personnes qui n'osent pas. Donc ils vont toujours être un peu en deçà du potentiel pourtant vocal qu'ils pourraient mobiliser. Coucou. 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 Si Elsa semble évoluer avec facilité dans sa nouvelle vie, pour Michel, ça n'est pas aussi évident. Michel, vous êtes le papa d'Elsa. Oui. Quand je vous dis le papa d'Elsa, Bah pour moi, c'est effectivement difficile au départ de l'appeler Elsa, parce que ça fait très longtemps que j'appelle autrement. Mais je pense m'y habituer rapidement. Ouais. Justement, aujourd'hui, en fait, comment est-ce que vous vivez cette transformation est radicale et avec un certain point de non-retour? C'est vrai que c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre pour un père. Est-ce que ce qui est arrivé a provoqué une certaine culpabilité chez vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être responsable quelque part? En tant que père, je suis responsable d'une part de ce qu'il est devenu. On ne sait jamais tout à fait en tant que père ce qu'on fait. Donc de toute évidence, j'ai fait quelque chose moi. J'ai oublié, je n'ai pas fait certaines choses qui font qu'il a suivi une certaine voie qui était imprévisible pour moi.
ne crois pas à quelque chose de génétique. Il n'y a aucune preuve là-dessus. C'est pas la question essentielle, quoi. C'est pas du tout la question essentielle. Alors qu'est-ce qui est important aujourd'hui, en fait? Son bonheur pour plus tard, c'est tout. Je voudrais qu'ils s'en sortent et qu'ils vivent bien, c'est tout. Vous dites encore il, hein? Ouais. Est-ce que vous y êtes opposé, cette transformation? Est-ce qu'il vous en a parlé? Il m'en a parlé. Dans toutes mes discussions, je m'y suis opposé. Mais c'est quand même important d'être en adéquation entre la tête et sa représentation extérieure aussi. On peut l'entendre, ça aussi. Oui, mais est-ce qu'il fallait changer le corps ou est-ce qu'il fallait changer le reste? Si je voyais les choses de l'extérieur, je trouverais la chose intéressante, entre parenthèses, parce que c'est une transgression. Et que c'est souvent par les transgressions qu'on avance. Quand on est un père, on le voit un peu différemment, bien sûr. C'est clair. C'est clair qu'on le voit complètement différemment. On ne peut que le voir différemment. Alors on se pose des questions sur des choses insignifiantes et par exemple le fait d'avoir été un père qui n'était pas du tout représentatif du mâle modèle, plutôt un père tendre. Moi je sais pas ce que c'est le mâle modèle. Hein. Oui, il y en a qui savent. Oui. Le fait d'avoir été un père peut-être trop tendre fait que plus tard je me dis est-ce que c'est pas moi qui ai induit une sorte d'homosexualité? Est-ce que bon, ça me pose des questions sur moi-même. Merci Michel, vraiment merci d'avoir participé à ce documentaire. Une culpabilité qui les a écartés l'un de l'autre pendant 10 mois, le temps de la transition. Un éloignement mal vécu par Michel. Aujourd'hui, le père et la fille se retrouvent. Magnifique. Très bien réussi. Très bien réussi. Pour Michel, Elsa et Monique, c'est un nouveau départ. C'est à Strasbourg que j'ai maintenant rendez-vous. Et si je quitte une famille qui aura besoin de temps pour se reconstruire, celle que je retrouve maintenant a laissé ses zones d'ombre derrière elle. Fabienne et son mari Pascal, qu'on appelle aussi Claire, sont un couple transsexuel. Ensemble, depuis 5 ans, ils se sont mariés l'année dernière. Pascal aura mis quelques années à assumer au grand jour cette transition. Grâce à Fabienne et à l'écriture de ses mémoires, aujourd'hui, il balade facilement son identité du masculin au féminin. Tantôt papa chef de famille, tantôt femme trans hormonée, mais non opérée. Mais ouais, faites. Bonjour. Oh, plutôt bien. Ben bien. Vous êtes en pleine préparation? Ben oui, faut bien nourrir. Cette grande famille? Ouais. Une grande famille de, en fait? 5. Répartis comment? Alors il y a nous deux. Oui. Il y a le fils à Pascal et il y a mes 2 enfants à moi, dont un est au Canada à l'heure actuelle. D'accord. Donc on est 4 en ce moment, mais bon, comme c'est des garçons, ça mange plutôt bien. Donc, très bien, c'est famille nombreuse. Oui. Famille heureuse. Famille nombreuse, famille heureuse. Ouais. Quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que qu'est-ce que vous préférez qu'on dise en fait? Je sais jamais, j'ai toujours une gêne. Aujourd'hui, moi, ça m'est égal. Voilà, donc en fait, quand les gens attaquent avec elle, je continue au féminin. S'ils attaquent avec il, je continue au masculin. D'accord. Ça m'est égal. Quand donc vous avez rencontré Pascal, elle était plutôt habillée en homme ou en femme? Non, nos premières rencontres se sont faites en homme. D'accord. Ça, c'était évident. Moi j'ai rencontré un homme. Pour moi, c'est important. J'aime les hommes. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré un homme. Après, bon, j'ai vu la facette femme qui ne m'a pas gênée. Comme je dis toujours, en fait, je profite des deux. J'ai un homme avec parfois une sensibilité de femme, ce qui est quand même très agréable pour moi, parce qu'en fait, il devance tous mes désirs. Ce que j'ai envie, ce que je veux, ça arrive sans que j'ai même à le demander, donc c'est assez fantastique. C'est sûr que ça a un prix dans la société, mais bon, on l'assume. D'accord, c'est quoi ce prix dont vous parlez? C'est des coups de blues qui m'arrivent parce que quelque part je regrette d'avant. J'avais un QI de 180, je suis ingénieur, j'étais directeur de filiale. Du jour où je me suis affirmé, je suis un malade mental pour la société.
D'accord. La société ou pour les psys. D'accord. Et pour la société, ça veut dire que ça a eu une incidence professionnelle C'est clair qu'aujourd'hui, je ne peux pas retrouver de travail comme je suis. Et vous n'avez aucune envie de vous faire Aucune opérer. envie, je suis aussi bien en homme qu'en femme. Et puis surtout, je suppose que tous les deux, ça ne serait pas la même chose. Non, je pense qu'on ça serait plus la même chose. Non, ça sera plus la même chose. Ouais, c'est vrai qu'au début de la relation, c'est vrai qu'elle a fallu que je la rassure sur ça. C'est sûr, c'était ma crainte. C'était ma crainte. Je ne pouvais pas entamer une relation sachant qu'un jour, elle deviendrait femme entièrement. Ça, c'est inimaginable, pas possible. Oui, parce que là, ça chamboulait un petit peu tout dans votre tête. Oui, tout à fait. Après, ce n'est plus moi. Comme il dit, quand je suis un homme, je suis son mari. Quand je suis en femme, je suis son ami. D'accord. Quand il est tout féminin, il n'est pas question de lui donner la main dans la rue. Je ne peux pas. C'est pas mon image du couple. À la limite, ça me manque qu'on puisse pas se tenir la main. Mais je trouve ça très marrant aussi qu'on aille faire des magasins. Le plus drôle, c'est qu'on prend chacun une cabine si on n'a pas la possibilité de prendre la même. Et puis les affaires valsent à droite à gauche. On essaie les mêmes choses. Moi, je suis toujours très déçue parce que je n'ai pas du tout la même tête, donc ça me va jamais. Mais c'est sympa de faire du shopping avec son mari comme ça. Ça, c'est impossible. Ceci dit, samedi shopping toutes les deux, quoi. Ça doit y aller. Ah, quoi. ça y va. Ah, ça y va. Ça, c'est clair. Ouais. On fait le budget là, le budget du foyer, il doit en prendre un sacré coup. Oui, mais on se console en disant ça ira aux deux. Ça ira aux deux. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser finir. On va préparer le déjeuner dans 13 minutes. Ouais, bon, c'est exactement. Le chef a dit 13 minutes. 13 minutes. Très bien. On va manger là bientôt. Aujourd'hui, de toute façon, les hommes cuisinent. Oui. Un max. Oui. Fabrice, 22 ans, nous a rejoint à table. Fabrice, en fait, tu es le fils de Pascal. Pascal. Ouais. Et donc, parle-moi un petit peu de ça. Comment est-ce que tu as vécu cette transition Disons qu'il me l'a avoué quand j'avais l'âge de 8 ans. Et puis, ça a été fait de manière très naturellement. Et puis, il y avait d'abord un stade où il a dit que ça serait là, ensuite ça serait là. Et puis, ça a été fait d'une manière où j'ai pas remarqué cette transition entre aujourd'hui et puis l'époque. C'est-à-dire qu'avant il avait toujours les cheveux courts et puis il faisait plus son truc dans la chambre avec une perruque et c'était pas, il l'affichait pas en fait. Maintenant aujourd'hui, je veux dire avec l'âge que j'ai pris, la maturité du fait que j'aime mon père et que mon père de toute façon je le vois aujourd'hui, ça reste toujours mon père. Il y a aucun problème en fait. Maintenant c'est sûr que c'est peut-être un père différent des autres pères, mais ça reste celui que j'aime et je vois pas pourquoi est-ce que je lui reprocherais quelque chose, parce que il est toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui en fait. C'est quelque chose qui te rend heureux ça? C'est quelque chose qui me rend heureux parce que mon père a eu des mauvaises passades, je me suis énormément inquiété pour lui et aujourd'hui que ma belle-mère qui est une femme géniale qui l'accepte complètement. C'est quelqu'un qui me soutient, c'est un deuxième pilier en fait. Je préfère vivre dans cette maison-là que dans une maison où il y a peut-être le papa qui est 100% hétéro et qui est en train de frapper ses enfants. Aujourd'hui, je suis pleinement heureux de l'avoir aussi épanoui au jour d'aujourd'hui avec, comme je vous ai déjà dit, une femme aussi géniale et un couple aussi heureux. Que demander de plus? Que demander de plus? Eh ben... Ça bouge un coin, Non, mais c'est vrai qu'on est très proches, donc... Très bien, mais tout ça a l'air de baigner encore une fois. Excusez-moi, c'est ce qui me revient à chaque fois. Désolé, on est heureux. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est ça le mot qu'il faut dire. C'est que malgré les différences, on est totalement équilibré en fait. Chacun trouve sa voie, chacun fait son chemin. Je sais où j'en suis, je sais que j'aime les filles, s'il y en a qui veulent me rejoindre. Et numéro de téléphone. Voilà, numéro de téléphone. Et... C'est le cas, ça. C'est le cas. Et voilà. Fabrice, en même temps, tu nous dis toutes ces choses-là, mais en même temps, tu refuses de montrer ton visage dans ce film. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai décidé de pas me montrer ouvertement aux yeux des gens, parce que j'estime que les gens en 2009, aujourd'hui, ne sont pas encore tous, ou la plupart ne sont pas encore prêts à accepter ce genre de différence. Les hommes et les femmes que j'ai rencontrés dans ce film sont allés au bout de leur histoire. Des histoires qui m'ont prouvé la nécessité absolue d'atteindre leur bien-être identitaire, loin de l'idée de maladie mentale dont j'avais tellement entendu parler.
Ils m'ont donné la preuve aussi qu'opérés ou pas, ils se sentent enfin mieux, enfin eux, dans l'identité qu'ils ont tous eu le courage d'assumer. Pourtant, il me semble qu'en 2009, en France, les transsexuels ont encore un long chemin à parcourir pour que les regards changent, pour se faire accepter et pour que tout le monde s'accorde sur le fait que les filles ne doivent pas obligatoirement aimer le rose et les garçons aimer le bleu pour exister.